Voilà. Maintenant qu'on s'est rapproché de mon tableau, vous pouvez évidemment admirer mon écriture sur, bien sûr, d'un côté en noir, la liste de tous les pays européens. Voilà, donc vous avez bien sûr tous ceux qui sont en haut. Ça va jusqu'à Stockholm, donc la Suède. Juste en dessous, que vous voyez pas, l'Hongrie avec le pays hongrois avec Budapest. Et de l'autre côté, on s'arrête à l'Allemagne avec Berlin, donc il vous reste donc l'Estonie avec Tallinn, l'Italie avec Rome, la Lituanie avec Vilnius et le Portugal avec Lisbonne. Ça, c'était notre petit jeu avec les capitales. Et c'était donc notre dernier petit jeu que j'ai fixé, c'est ça. Et donc, maintenant, à savoir comment travaillent les députés européens. Oui, comment ils travaillent. Alors, en fait, ces députés européens, ils travaillent dans deux endroits différents. Ils travaillent d'abord à Bruxelles. Voilà, donc Bruxelles, bien sûr, pour les réunions des commissions. Ils se réunissent au sein de 20. Je mets le texte à côté pour que vous voyez bien. Voilà, ils se réunissent au sein de 20 commissions permanentes et de commissions spécialisées, créées en fonction de l'actualité. Ils examinent les projets de directives et de règlements proposés par la Commission européenne et ils préparent donc les rapports qui seront présentés en session plénière. Ils se réunissent par groupe politique, bien sûr. Mais à Strasbourg, au siège donc strasbourgeois, ils participent aux 12 sessions plénières annuelles, donc une fois par mois, auxquelles peuvent assister les citoyens européens. Il faut aller à Strasbourg, il faut aller là-bas, en France. En fait, pour faire quoi, ils présentent les projets de loi discutés et amendés lors des différentes commissions et bien sûr, et ils votent pour leur adoption ou leur rejet. Alors, les commissions permanentes. J'ai une petite liste déjà sur au moins 20 commissions permanentes. Ils s'occupent donc, les eurodéputés, ils s'occupent des affaires, donc les affaires étrangères, évidemment. Ils parlent aussi de développement, de commerce international, les budgets européens, le contrôle du budget, contrôle budgétaire, les affaires économiques et monétaires, évidemment, la monnaie européenne, l'euro, l'emploi et les affaires sociales, l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, l'industrie et la recherche et l'énergie, industrie, recherche et énergie, le marché intérieur, bien sûr, la protection des consommateurs. Il s'occupe également, bien sûr, tout ce qui est transport européen et tourisme européen, le développement régional, évidemment, dans chaque pays, l'agriculture et le développement rural européen, la pêche européenne, la culture et l'éducation européenne, les affaires juridiques européennes, la liberté civile et justice et les affaires intérieures à l'Europe, la Constitution européenne, bien sûr les affaires constitutionnelles, le droit des femmes et les égalités des genres européens, et bien sûr la commission des pétitions, la commission des pétitions. C'est dingue. Donc, vous le savez, la répartition, ça c'est un exemple, la répartition bien sûr par couleur bien sûr de parti politique. Voilà. Donc vous avez bien sûr, vous avez donc, ouais, du coup je suis obligé de lire. On a donc de gauche à droite, on a donc le groupe de la gauche au Parlement européen, le groupe de l'Alliance progressive des socialistes et démocrates au Parlement européen.
Un groupe des Verts, évidemment, et l'Alliance libre européenne. Le groupe Renew Europe, évidemment, c'est la partie d'Emmanuel Macron. Donc le groupe des Verts, évidemment, ce sont les écologistes. Le groupement Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, c'est le Parti socialiste. Et le groupe de gauche au Parlement européen, c'est la France insoumise, le Parti communiste, l'extrême gauche, bien sûr. Donc, ensuite, pour la droite, évidemment, vous avez donc les Républicains qui font partie du groupe de Parti populaire européen, la PPE. Ensuite, on a le groupe des conservateurs et des réformistes européens, ça, on peut dire Rassemblement national. Le groupe Identité et démocratie, ça doit être Reconquête. Vous voyez. Et tout ce qui est, bien sûr, non inscrit, évidemment, tous ceux qui n'ont pas de parti politique précis. Vous savez que, bien sûr, afin de représenter les changements démographiques survenus depuis les dernières élections européennes de 2019, le Conseil et le Parlement ont décidé de porter le nombre total de députés européens à 705. Non, de porter le nombre de 705 eurodéputés à 720 après les élections européennes de juin 2024. Ça veut dire que chaque État membre dispose d'un nombre de députés compris entre 6 pour les petits pays qui sont donc Malte, Luxembourg et Chypre, et les grands pays comme l'Allemagne avec les 96 députés allemands. Et ça dépend également ça dépend bien sûr en fonction de sa population. Le nombre de députés européens pour la France est porté de 79 à 81. Voilà, 3 petits députés en plus, ça fait pas de mal. Les députés se regroupent dans l'hémicycle en fonction de leur sensibilité politique, évidemment, et non selon leur nationalité. Lorsqu'ils sont élus, les députés peuvent soit joindre un groupe politique existant, soit, bien sûr, créer une nouvelle, évidemment, sous certaines conditions, évidemment, ou sinon, bien sûr, s'ils n'ont pas trop envie d'être dans un parti ou en créer un, faire partie de ceux qui ne sont pas inscrits dans un groupe. Vous voyez ? Donc c'était vraiment important d'aller voter dans ces élections européennes, évidemment, du 6 juin. Donc là, j'ai un autre document, mais qui reprend plus ou moins toutes les infos que je vous ai données. Comment voter donc ça, les répartitions. Donc les autres pays, donc il y a donc l'Irlande, France, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne. Enfin bref, tous les pays que vous voyez ici derrière moi. Voilà, les pays et les capitales. Ce que fait l'Europe pour nous, évidemment, c'est l'environnement, le transport, la santé, les recherches, l'emploi, la culture, la sécurité, le numérique et l'agriculture. Voilà. Le fonctionnement, donc, tous les 5 ans, donc ça c'est nanana. Le rôle, et c'est à peu près tout. D'accord. Donc, évidemment, au quotidien, vous savez, que fait l'Union européenne dans notre quotidien? Les droits de passage en avion, en train, en bateau, en bus. Voilà. Il y a aussi quoi? Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ah oui, l'histoire de ce fameux, le délai de rétractation à partir de la date de livraison pour tout achat d'un produit sur Internet, par téléphone ou à domicile. Voilà, c'est grâce à ces députés qu'on a le droit donc de se rétracter dans un délai de 14 jours, donc 2 semaines, quand on achète un produit sur Internet, par téléphone ou à domicile. Voilà, c'est grâce à eux qu'on a bien sûr la fameuse l'appellation d'origine protégée, évidemment l'indication géographique protégée, AOP, IGP, évidemment les fameux labels européens de qualité pour valoriser l'origine géographique d'un produit alimentaire et de son savoir-faire.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui nous apporte au quotidien? Ça veut dire les frais d'itinérance. Lorsque vous voyagez de votre pays d'origine vers un autre pays de l'Union européenne, vous ne payez pas de frais supplémentaires en utilisant votre téléphone portable. L'UE également, grâce aux députés européens, bien sûr, vous avez donc la fameuse protection des données. L'Union européenne dispose des règles les plus strictes au monde en matière de protection des données à caractère personnel. C'est un droit fondamental dans l'Union européenne. Ouais, c'est un peu basse. Voilà, grâce à eux, on a donc des zones protégées par l'Union européenne, les zones Natura 2000, les 26 935 sites naturels, dont 1753 en France. Grâce à eux, on a la fameuse carte européenne d'assurance maladie, utile pour bénéficier d'une prise en charge des frais de soins lors d'un déplacement européen. Grâce à eux, on a donc une garantie légale minimale de tous les produits manufacturés vendus dans l'Union européenne. Garantie 2 ans. Grâce à eux, bien sûr, on a bien sûr le fameux système de chargement, le chargeur universel USB-C, qui devient obligatoire pour tous les appareils électroniques, les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les casques audio. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je crois que j'ai tout dit. C'est ça. Voilà, et vous le savez, bien sûr, les priorités de l'Union européenne, bien sûr, c'est un soutien à la relance économique et sociale et le pacte vert européen, bien sûr, interdire la vente de véhicules thermiques neufs, renforcer l'indépendance et lutter contre la précarité énergétique. Objectif évidemment de 42,5% d'énergie renouvelable en 2030 et la stratégie de la ferme à la table pour faire évoluer le système alimentaire actuel de l'Union européenne vers un modèle durable. Voilà, et vous le savez, bien sûr, l'Europe est solidaire avec l'Ukraine, évidemment, soutien politique et financier, humanitaire et militaire. Des sanctions sans précédent, bien sûr, destinées à réduire la capacité de la Russie à financer la guerre. Activation de la directive relative à la protection temporaire afin d'apporter une aide rapide et efficace aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, etc., etc., etc. Je dis pas tout. Voilà, plein de projets et bien sûr des projets pour l'avenir, les étapes de l'élargissement de l'Union européenne, donc les prochains pays à nous rejoindre. Non, ok, d'accord, c'était juste un peu l'historique, l'évolution du nombre de pays de l'Union européenne. Voilà, c'était donc deux petites parties de vidéos intéressantes sur l'Union européenne. Et j'avais parlé dans la première partie de ce schéma-là de mon magnifique petit bouquin sur les unes de la montagne, les unes des 100 ans de la montagne. Donc j'ai commencé par vous parler de Georges Pompidou, élu président de la République le 16 juin, lundi 16 juin 1969, évidemment il a obtenu 57,70% des suffrages contre M. Alain Power, avec une abstention à 31%. Donc, alors du coup, il faut que je me rapproche le livre, parce que s'il y a des petits caractères... Alors, à l'époque, en 1969, il y avait combien d'inscrits aux élections présidentielles en 60? Dans les années 60, il y avait 28 775 876 inscrits et 22 500 000 votants. Voilà, donc Pompidou donc à 9 millions de votes. Alain Power 5 millions de votes, pardon. Bon, ok, en 60, on connaissait pas tous les... alors, dans les grands centres, par exemple, regardez, dans les grands centres, par exemple, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand avait voté pour Pompidou à 64,27% et 35,73% pour Alain Power. Voilà,
C'est un magnifique bouquin. Alors je cherche donc une date plus récente. Voilà. En 70, évidemment, la mort du général de Gaulle. Les 9 survivants dans l'avion entre Lyon et Clermont en 72. Voilà, plein de petites histoires. Voilà, le décès de Fernand Reynaud, le samedi 29 septembre 1973, sur la route près de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Georges Pompidou donc est mort en 74. Voilà. Il s'est éteint en soirée à 21h. Giscard d'Estaing, évidemment Valéry Giscard d'Estaing, VGE bien sûr, que tout le monde connaît, élu président de la République le lundi 20 mai 1974. Et oui, Valéry Giscard d'Estaing, il a obtenu environ 370 000 voix de plus que François Mitterrand. Voilà. Vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Voilà. Donc 37 000 voix, 370 000 voix près. Alors qu'au premier tour, bien sûr, celui qui était en tête, c'était François Mitterrand, avec 11 000 votes pour lui, alors que Valéry en avait que 8 326 774, évidemment. Il y avait aussi Jacques Monsieur Chaban-Delmas, qui était 3e au premier tour. Voilà, Annette Laguillet était quand même 5e à l'époque, en 74. Annette Laguillet, bien sûr, avec quasiment 600 000 votants. Jean-Marie Le Pen était à l'époque en 7e position au premier tour des élections présidentielles en 74. Voilà. Et il y avait qui d'autre? Après les autres, c'est moins connu. Mais bon, ça, c'est du passé, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petite histoire marrante? Une histoire intéressante. Ah oui, la hausse des fruits et légumes. Le gouvernement envisage de taxer les marges des grossistes et des importateurs. Le lancement d'une campagne publicitaire sur les prix normaux en 77. Le jeudi 2 juin 1977. Voilà. La marée noire de 78. La Moco Cadix. Évidemment. Jean-Paul II, élu pape. Pour la première fois depuis 1522, le conclave a choisi un pape non italien. Voilà. 8e tour de scrutin, le cardinal Karol Wojtyła. À l'époque, il avait 58 ans quand il a été élu pape, archevêque de Cracovie. C'était une énorme surprise en 78, donc le nouveau pape, bien sûr. Voilà, il y a eu un typhon en 80, évidemment, et on passe tout de suite, bien sûr, à l'élection de François Mitterrand. La France sur une nouvelle voie. François Mitterrand, président de la République. Regardez la phrase de François Mitterrand sur la une de La Montagne du lundi 11 mai 1981. Il disait « J'agirai avec résolution pour trouver le chemin des réconciliations nécessaires. Je n'aurai pas d'autres ambitions que de justifier la confiance des électeurs. » Évidemment. Résultat du deuxième tour 1981. Inscrits 35 380 936. Votants 30 915 441. Exprimés 30 036 112. Abstention à 13,71. Ça fait rêver. Hein, un très faible abstention. Évidemment. Les 5 millions qui sont inscrits, qui n'ont pas été votés. Et donc Mitterrand élu président avec 52,06%. C'est archi méga serré entre François et Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est 14 396 439 votants et c'est 47,39%.
alors que Mitterrand, c'est 15 639 673. Voilà. Et dans le Cantal, donc on a voté en majorité pour Valéry Giscard d'Estaing, 56,93 contre 43,06 pour François Mitterrand. Et il y avait, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, hein, le Puy-de-Dôme, donc le département de la famille Giscard d'Estaing, il y avait que 48,7% pour Valéry Giscard d'Estaing et 51,92 pour François Mitterrand. Voilà, et au premier tour, vous le savez, je vous fais la liste. En première place, vous avez donc Valéry Giscard d'Estaing à 28,32%. François Mitterrand pour le premier tour avait 25%, 25,85%. Jacques Chirac, en 81, il avait réussi à faire un score de 18%. 15,35% pour Georges Marchais. Voilà. Arlette Laguillet. Arlette Laguillet, c'est 668 000 votants. 2,30%. Voilà. Etc. Voilà. Je vous fais quelques petites infos. Quelques petites infos supplémentaires. Voilà. En 82, donc un sanglant attentat antisémite sur la rue des Rosiers à Paris avec 6 morts et 22 blessés. Voilà. Les débuts du Concorde en 83. Le 21 mai 83. Pardon. Je cherche. Voilà, les mobilisations générales contre l'inflation, mais l'objectif demeure la libération des prix. C'était en 84, le 5 janvier 84. Voilà. Évidemment, l'affaire Grégory, évidemment, la mère de Grégory inculpée et écrouée en 85, le 6 juillet 85. Voilà. Tchernobyl, c'était en 86, 30 avril 86. 50 000 personnes évacuées après la catastrophe de Tchernobyl, la lettre nucléaire. La mort de Coluche, évidemment, le 20 juin 1986, la mort au tournant. Tué sur le coup, il roulait trop vite. Voilà, quelques petites histoires. La chute du mur de Berlin, bien sûr, 89, 11 novembre 89. Alors, donc là, on passe dans les années 90. En 90, c'est quoi? Attends, c'est quoi Balladur? Ok. Pierre Bérégovoy, La mort au bout du désespoir. Voilà. La mort de Pierre Bérégovoy. Le 1er mai 1993. Évidemment. Le tunnel sous la Manche, 94. Voilà. Le Rwanda, bien sûr, en 94. Ah, des infos sur l'élection de Jacques Chirac. On est en 95, évidemment, pour Jacques Chirac. Pour Jacques Chirac, en 95, 52,67% des voix. Un gaulliste retrouve l'Élysée. Évidemment, les 39 millions d'inscrits et les 31 400 000 votants. 29 527 exprimés, 19,63% d'abstention. Le duel Chirac et Jospin, évidemment, Jospin a recueilli 13 975 871 voix. Jacques Chirac, 15 551 412 voix à l'époque. Voilà. Et pour l'Auvergne,
Dans l'Allier, donc c'était Jospin qui était devant Jacques. Dans le Cantal, c'est Jacques qui était devant Jospin. Dans la Haute-Loire, c'était Jacques qui est devant Lionel. Dans le Puy-de-Dôme, c'est Jacques qui est devant Lionel. Dans la Corrèze, évidemment, la Corrèze, 61% pour Chirac, 38,60% pour Lionel Jospin. Le département, bien sûr, très corrézien de Jacques Chirac. Voilà. Après, on a quoi? Ah oui, le vol T2WA 800. La Coupe d'Europe de rugby pour le Saint-Brieuc Corrèze en 97. La mort de la princesse Diana en 97. Voilà. Alors on passe le passage à l'an 2000, l'attentat du 11 septembre, l'arrivée de la monnaie européenne, l'euro, l'ouverture, évidemment, l'ouverture du parc Vulcania par Valéry Giscard d'Estaing, la beauté et la force de la planète, la phrase de Valéry pour Vulcania. Édouard Michelin, évidemment, la mort inhumée le 31 mai 2006. Évidemment, le Bimbendum qui pleure. L'autoroute A89, bien sûr, l'autoroute de Clermont à Bordeaux en 4 heures. L'élection de Barack Obama, bien sûr, Yes We Can, le 6 novembre 2008. Le 30 mai 2010, le bouclier de Brennus pour l'ASM Clermont-Auvergne.